on commence par un peu de pour présenter la thématique, justement, expliquer le pourquoi du comment, et ensuite, ça permet de donner, en définitive, une intention sur la manière dont on va pratiquer. On est des êtres humains, donc on est composé de notre corps qui est habité par l'énergie, mais aussi d'un mental. Et ce mental, en fait, pour nous les Occidentaux particulièrement, il a besoin d'être nourri pour qu'on comprenne ce qu'on fait. Et ensuite, ce mental, on va l'utiliser justement pour que la posture soit pas juste une posture, voilà, mais que dans cette posture, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille mes bras? Est-ce que je travaille ma face intérieure? Où est-ce que je mets mon intention en définitive? Et ça, c'est vraiment une approche très très yoga d'énergie. C'est la lignée du yoga dans laquelle je travaille. Et du coup, eh bien, la question, aujourd'hui, la première question, c'est ça. Qu'est-ce que le yoga? Pascal, c'est quoi le yoga? Tu as pris c'est la réunification de l'âme et du corps, enfin, du corps et de l'esprit. Par exemple, pour toi, oui. C'est l'alliance de la respiration, de l'esprit, aussi du sang-lié, du corps. Sandrine, qu'est-ce que tu en dirais, toi? Pour toi, le yoga, c'est quoi? Comment c'était quoi ce que je te dis? Moi, je te donnais une... Mais je ne demande pas la définition et la vérité absolue et définitive. Non, pour vous, le yoga, qu'est-ce que c'est? Parce que pour moi, il n'y a pas une vérité absolue et définitive. Et tous ceux qui essaient de me convaincre, en général, pour toi, le yoga. C'est une conscience de mon corps. C'est être capable d'avoir une pleine conscience et de travailler les mouvements en pleine conscience, en étant présent à ce que tu fais. Et pour toi, Céline? Oui, la première définition qu'on a faite, c'est l'union du corps et de l'esprit, mais après, plus personnellement, pour moi, c'est passer par les postures pour accéder à quelque chose. J'accéderai moins, on va dire, en mode tapis. Voilà, effectivement, la posture, après je vais y revenir dans un moment, c'est le moyen. Vous connaissez ce texte, le Yoga Sutra, c'est le texte le plus ancien qui existe en fait, qui codifie le yoga, c'est le 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est le premier texte quand même un peu plus ancien pour codifier le yoga. Il y a 4 grands chapitres. Dans le premier chapitre, c'est des versets. Le premier verset nous dit maintenant on va représenter le yoga. Et le 2e verset, en sanskrit, c'est Yoga Chitta Vritti Nirodha. Donc le 2e verset, on a page, voilà, le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental. On explique que c'est le yoga d'entrée de jeu, c'est l'arrêt de l'activité automatique du mental. C'est pas l'arrêt du mental, c'est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Donc déjà, rien que ça, on a de quoi rentrer dans pas mal de choses, particulièrement pour nous les occidentaux, le mental, un régime. Le yoga va ensuite définir 3 étages, grosso modo, au mental. Manas, Chitta et Buddhi. Manas, c'est le mental. Nous, on n'a qu'un seul mot en français, comme pour amour, comme pour énergie. Parfois, on manque de nuances dans notre vocabulaire. Amour, quelqu'un que j'aime comme un frère, ou que j'aime une pomme ou mon amoureuse, je le dis, j'aime pareil, c'est le même mot, alors qu'en fait, c'est pas du tout le même sentiment intérieur. Mais pour le mental, c'est pareil. Dans le yoga, donc, la première couche du mental, le manas, c'est grosso modo le processeur. Manas, c'est l'ordinateur qui traite les informations qu'envoient les sens au cerveau pour qu'on puisse se positionner dans l'espace et qu'on puisse agir. Donc, à la fois, les 5 sens, c'est ce qui nous permet de nous positionner dans le monde et de bouger, de se déplacer, de tenir l'équilibre, de mettre la main dans le feu, de penser, etc. Donc, il y a des capteurs un petit peu partout dans le corps. Ces capteurs envoient l'information au cerveau et le cerveau renvoie des ordres pour effectuer quelque chose. Là, je lève le bras. Maintenant, à l'âge que j'ai, c'est facile, c'est subconscient de lever le bras. Mais il y a un chemin neuronal qui a dit lève le bras, arrête-le là, lève le doigt, etc. Il y a plein de choses qui se passent. Le corps est un miracle. Des explosions synaptiques là, juste pour faire ça. Donc ça, c'est Manas. C'est bon pour vous, cette partie-là? Donc c'est vraiment le processeur, celui qui va recevoir les informations, les traiter et commander le truc effecteur, ce qu'on va faire tout à l'heure dans les postures. Il y a un 2e étage qui s'appelle Chitta. Chitta, c'est la pensée en son activité. Donc c'est ce qu'on dit ici. Yoga Chitta, Vritti Nirodha, l'arrêt de l'activité automatique. Alors en français, on dit du mental, mais eux disent de Chitta. C'est juste une couche du mental. C'est cette pensée dans sa forme, on va dire. Nous, c'est les pensées qui nous obsèdent, effectivement, qu'on ne sait pas arrêter le mental. Voilà. C'est cette pensée, je dirais, un peu créatrice. Sauf que telle qu'elle est
souvent on la subit, c'est-à-dire qu'elle tourne dans la tête, on ne sait pas l'arrêter, comme une petite sèche qui saute de branche en branche. Voilà. Et bien là, l'idée, c'est que ce chitta, en fait, la pensée, je vous expliquerai ça la prochaine fois, je vais juste faire un petit topo là-dessus. En fait, cette pensée, elle est nourrie par ce qu'on absorbe par notre face yin, ce qui vient de la matière, par l'avant, par ce qu'on prend de la face yang, de la vibration verticale et de la vibration horizontale, ce qui est au monde et ce qui est au-delà de ce truc-là. Ça passe dans la colonne centrale, ça arrive jusqu'au point source, et là, il y a ce processus d'idéation, en définitive, qui est la synthèse de la matière et de l'essence, et qui nous donne toute cette pensée créatrice, tout ce qu'on peut penser. Voilà. Donc ça, c'est Chitta, et Manas et Chitta, tous les deux siègent dans la tête. Et ensuite, il y a le troisième étage donc, de la partie mentale du corps, qui est le mental supérieur, on va dire, c'est Buddhi, en sanskrit. Et là, c'est l'intelligence intuitive, l'intelligence du cœur. Ça siège en définitive dans le cœur, Buddhi. Et c'est lui, en fait, qui devrait prendre les décisions. Or, souvent, c'est plutôt Chitta qui va prendre les décisions et qui nous fait faire des choses où on reste purement dans la matière en train de subir. Je ne l'ai pas perdu encore, c'est bon? Ça va? Ouais. Ok. Donc, en fait, voilà. On va revenir plutôt à chercher à connecter à Buddhi, qui lui est vraiment bien relié avec la vibration donc, verticale, ce qui va chercher à nous élever, puisqu'en tant qu'être humain, on se tient debout, on appartient à la Terre, mais on va chercher à s'ériger justement vers plus de conscience. Ça passe par la conscience du corps, mais après c'est conscience de tout ce qui est au-delà. C'est vrai qu'un être humain ne se limite pas à son enveloppe corporelle. Nous sommes plus qu'un amalgame de cellules. Il y a toute cette notion vibratoire, subtile, où certains vont définir de l'aura, avec des couches qui sont à l'extérieur, mais des couches qui sont à l'intérieur de nous aussi. Et l'être humain, c'est l'intégration de tout ça, du physique, tout comme du subtil. Donc, Buddhi va nous permettre justement de monter en conscience et d'éveiller cette conscience où on va être bien plus intégré, certes, dans son corps, de bouger en conscience, mais intégré dans son environnement, dans la planète, dans la trame des autres êtres humains, etc. etc. Voilà. Donc, pour ça, effectivement, eh bien, comment est-ce qu'on va faire pour arrêter le mental? Après, c'est là où les Yoga Sutras sont arrivés à leur limite. La seule posture qui est décrite dans ce truc-là, c'est l'assise. Ensuite, on a défini d'autres postures. Par contre, on nous donne des guides. Donc, il y a notre sutra, tout le premier chapitre, le 12e sutra, on nous dit Abhyasa Vairagyam Dan Nirodha. Abhyasa Vairagya, c'est une pratique, c'est un travail intense. Vairagya, c'est la non-identification en fait à ce qu'on est en train de faire. Donc en français, Françoise Mazet nous le traduit par l'arrêt des pensées automatiques s'obtient par une pratique intense dans un esprit de lâcher prise. Un peu compliqué à expliquer, je pratique intensément dans lâchant prise. L'idée en fait c'est, oui je vais pratiquer, mais je ne m'identifie pas à la pratique. La pratique est le chemin et pas le but. C'est un moyen pour aller vers quelque chose. Et un peu plus loin, on va me dire Tapa Svadhyaya Ishvara Pranayadami Kriya Yoga. C'est le deuxième chapitre, le premier. Le yoga de l'action, Kriya Yoga, se pratique selon 3 modalités inséparables. Un effort soutenu, tapa, on a entendu parler de tapa, c'est la pratique, l'ascèse, avec la racine tap. En sanskrit, ça vient du feu, donc il y a vraiment un aspect de purification par le feu dans la pratique intense. Ensuite, il y a Svadhyaya, c'est un travail effectivement d'apprentissage et de conscience de soi, et s'abandonner un petit peu au flot de la vie, c'est là où on connecte à une esprit de conscience un peu supérieure. Mais grosso modo, on revient effectivement par une pratique intense, ardente, avec Abhyasa et avec Tapas. Il faut y aller, quoi. Tout ça pour dire qu'en définitive, aucun progrès ne se fait dans la facilité. D'où l'introduction de la notion d'effort. Mais effort n'est pas égal à souffrance. Effort, ça veut juste dire je sors de la facilité, je sors de la zone de confort pour venir explorer autre chose, et en me confrontant à quelque chose qui n'est pas confortable, je progresse, j'avance, que ce soit physiquement, en allant de plus en plus loin dans les postures, mais consciemment aussi, en se construisant en tant qu'être humain. Vous êtes avec moi? Voilà. Donc l'idée c'est ça, cet effort que nous demande le yoga, comment le faire sans rester dans l'effort physique pour pouvoir justement passer à autre chose. Si je reste dans mes postures qui restent dans leur trame physique, et bien je reste dans la matière. Et je ne monte pas en conscience subtile. Voilà, donc comment, par cette pratique physique, réussir à passer à autre chose pour que la posture s'ouvre à d'autres espaces et nous permette de goûter à une autre vibration. Parce que, j'imagine que dans vos formations, peut-être qu'on vous a fait vivre des postures longtemps. Pour accéder à la trame magique, surtout en Kundalini, on répète, on y va. Quoi. À un moment donné, effectivement, pour sortir de la trame physique, il faut transcender quelque chose.
Donc, par rapport à ça, on a plusieurs moyens. L'action va se faire par le biais d'une pratique assidue, donc il reste à définir les modalités. Voilà, et c'est ce que j'ai un petit commentaire, je vous l'enverrai. On atteint le cœur du yoga, c'est-à-dire faire coexister les contraires. La pratique intense, mais dans lâcher prise. On revient toujours à cette notion de yin et de yang, en fait, qui coexistent tout le temps, tout le temps. Comment me mettre sur le tapis et y aller, mais pas à 100%. Y aller peut-être à 80%, qui va faire en sorte que, ouais, je sors un peu de ma zone de confort, mais je ne vais pas dans le rouge, parce que là, je peux me léser et ce n'est pas le but. L'idée, c'est de progresser, de grandir. Qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà, ça nous demande de pratiquer avec ardeur et intensité, mais dans la détente, la recherche de la notion d'infinité dans l'espace intérieur du corps. Là, on a un autre sutra, c'est le 246, qui est Sthirasukamasanam. Voilà. Sthirasukamasanam, c'est asana, la posture, sthira, le relâchement, et sukha, c'est la notion du bonheur, d'espace, d'infinité. Donc, dans la posture, je vais chercher un espace d'infini. C'est là la clé. Et comment est-ce qu'on accède à ça? Par le souffle, et notamment grâce à la phase d'expiration qui nous permet de relâcher. Voilà, donc ça, c'est les modalités sur lesquelles moi je construis la pratique. Toujours pareil, je ne vous parle pas de la vérité absolue et définitive, je vous partage en fait mon vécu, comment j'ai cheminé et comment ça marche pour moi. À vous ensuite de le mettre sur le tapis, de vérifier dans votre corps et de valider. Ça marche, c'est bien, ça ne marche pas, c'est bien aussi. Mais en tout cas, vous aurez vécu une expérience, ça reviendra de l'ordre de l'expérience et pas du dogme. Et ça permet effectivement de bouger un petit peu les choses et de sortir un peu de la zone de confort, en fait, tout simplement. Donc là, après, j'aime bien revenir avec Iyengar. Ce bouquin de Iyengar, il est majestueux, La voix de la paix intérieure. C'est le dernier qu'il a écrit. Il revient sur beaucoup de choses qu'il a dites et faites auparavant. C'est pour moi l'œuvre d'une personne vraiment accomplie. Et du coup, il parle justement au niveau de la pratique, parce que Iyengar était quand même très dans le physique, hein, dans une posture très, très physique, et surtout avec les étirements. Donc un petit chapitre là sur l'extension dynamique. Pour lui, le but de toute pratique d'asana est d'être accompli à partir du centre de l'être. Le centre de l'être, il est. Et de se prolonger de façon dynamique jusqu'à la périphérie du corps. Donc lui, il est sur un mouvement centrifuge. Moi, je vous ferai explorer aussi un mouvement centripète. On partira de l'extérieur pour revenir à l'intérieur, pour voir la différence dans la construction des postures. Pour lui, voilà. Le but, quand même, c'est de ce mouvement centrifuge, de se déployer depuis le centre vers les extrémités. De la tête aux pieds, vous devez trouver votre centre, et à partir de ce centre, vous devez vous étirer et vous étendre en longitude et en latitude. Si l'extension physique provient de l'intelligence du cerveau, manas, qu'est-ce qui commande à mon corps de m'étirer? Manas. C'est Manas qui m'envoie l'information, je peux étirer plus, je peux étirer moins, ça me fait mal, ça me fait mal, etc. C'est lui qui traite les sensations. Okay. Donc si l'extension physique, les mots sont toujours très importants, l'extension relève de l'intelligence du cerveau, l'expansion de l'être relève de l'intelligence du cœur. Buddhi. Je saute les paroles parce qu'il n'y a pas tout. Ce n'est pas la peine de tout lire. On continue. Tac, 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 tac. Voilà. Par contre, attention à ne pas trop étirer. On ne devrait pas s'étirer trop ni trop peu. Tous deux sont incorrects. Étirez-vous toujours depuis la source, le sang, depuis le fondement de chaque asana. Ce n'est pas le yoga qui blesse, c'est la façon dont on pratique le yoga qui tombe à la blessure. Et c'est là, effectivement, où on va s'étirer. Je ne vais pas m'étirer comme ça. Là, je suis trop loin. Là, je ne suis pas assez. Là, je suis dans l'espace, effectivement, où je peux rester dans la posture longtemps. Et ça se joue en 2-3 mm près. C'est ça qu'on va venir explorer tout à l'heure, en fait. Comment s'étirer, pas trop peu, ce qu'il faut pour sentir que ça passe à autre chose. Maintenez votre attention à l'intérieur, pas à l'extérieur, sans vous soucier de ce que les autres voient. L'important, c'est que le soi, avec un S majuscule, voit. Ne vous fixez pas sur l'ampleur de votre étirement, occupez-vous de faire l'étirement correctement. Ne vous focalisez pas sur l'endroit où vous voulez aller, mais sur le fait d'aller aussi loin que vous le pouvez dans une extension dynamique, sans arrêt dynamique. À la page suivante, qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsqu'il y a détente dans l'asana, il n'y a pas de fatigue. Il y a toujours détente dans la position correcte, même si vous vous étirez complètement. Et après, j'avais marqué 69 à 70.
Voilà. Lorsqu'un asana est fait correctement, les mouvements du corps sont fluides. Il y a une sensation de légèreté dans le corps et de liberté dans l'esprit. Lorsqu'un asana donne l'impression d'être lourd, il est incorrect. Si vous êtes en train de lutter dans une posture, c'est qu'il y a un ajustement à faire. Soit c'est trop loin, soit c'est pas assez loin. Mais il faut trouver. Vous devez essayer de transmettre une sensation de légèreté à tout votre corps. Ça sera vraiment la thématique de l'été. Ouais, je travaille les bras parce qu'elle est impatiente dessus là. J'ai pas hâte. Vous pouvez y parvenir en vous étendant mentalement vers l'extérieur et à partir du centre du corps, pensez grand et agissez grand. Ne pensez pas seulement à lever les bras, mais à les étendre vers l'extérieur dans le sens physique. C'est pas que je lève le bras, c'est il y a tout. Il y a l'étirement du bras, mais il y a l'expansion depuis le centre de tout être en même temps, en fait. Comme vous disiez, la fusion du corps et de l'esprit, pour la définition du yoga. Et lorsque vous les maintenez immobile, pensez une nouvelle fois à étendre l'intelligence en atteignant un point encore plus éloigné du corps. Ne vous considérez pas comme une petite chose comprimée et souffrante. Voyez-vous gracieux, gracieuse pour vous, en expansion, même si cela vous semble improbable sur le moment. Il n'admet que, bon, c'est pas forcément simple. Quand nous perdons cette légèreté, notre corps sera tatine. Dès l'instant où il sera tatine, il y a des conséquences sur la posture physique qui n'est pas assez. C'est que dès l'instant où il sera tatine, le cerveau devient lourd et endormi. Et nous ne voyons rien. Les portes de la perception sont fermées, le discernement commence à nous échapper. Il vous faut immédiatement élever l'intelligence de la poitrine et ouvrir l'esprit. Et donc pour lui, les angles de la cage thoracique sont des piliers. Ils doivent toujours être fermes. Et après, il commence à développer un petit peu sur le côté qu'on a un peu trop vaché, là, déjà à son époque, mais alors aujourd'hui, on est comme ça. Alors. Et là, on ferme tout ça. Et il y a toute notre énergie qui redescend vers la terre et vers la matière. Ça, je vous en parlerai un petit peu sur la prochaine fois avec la notion de l'univers et de la profondeur. Cette notion de qu'est-ce qui peut émaner d'autre de nous que ceux dont nous nous nourrissons. Voilà. Donc, comment se nourrir d'autre chose que tout ce qu'on reçoit dans la matière au quotidien. Comment aller chercher autre chose qui va nous nourrir différemment et qui pourra émaner différemment. Ça sera la prochaine thématique. Là, on revient sur l'effort sans effort, on est encore dans la matière. C'est l'automne. Et donc, pour ça, là, je reviens un peu sur l'approche projet clair, donc le yoga de l'énergie. Eh bien, on va avoir dans la pratique posturale deux polarités qu'on va rechercher, la puissance et la qualité. Puissance, c'est l'ordre de la matière, qualité, c'est l'ordre du subtil. Et ça, c'est donc Roger Clair qui nous parle de ça. Deux aspects au travail postural. Puissance se développera avec des exercices qui sont dynamiques, les postures qu'on fait. Voilà. On va les faire en mettant le mental de manière à vivre la posture pleinement, en étant conscient, etc. Et là, on va développer un petit peu notre puissance physique par cette mobilisation, cette mobilité, etc. Et la qualité, eh bien, on va la trouver en venant se fixer dans la posture. D'abord, on fait la posture en dynamique, par exemple, le V inversé, on va monter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, histoire de sentir un petit peu comment tout ça se positionne. Puis à un moment donné, je me sens prêt à rester dans mon V inversé, et là, tac, je m'installe là-dedans, et ma masse, je vais travailler en longeant dans la chaîne postérieure. Tiens, je vais travailler ma respiration comme ça. Tiens, je peux venir faire un schéma de circulation énergétique. Et c'est là où j'utilise mon mental à bon escient comme un outil, et pas comme un maître. Vous me suivez ou pas? Et c'est là qu'on travaille la qualité. Comment je vais venir habiter ma posture en statique pour qu'elle prenne une toute autre saveur que simplement un geste physique. D'où l'importance donc de pouvoir s'installer d'abord de manière juste au niveau biomécanique dans les postures pour pouvoir ne pas rester dans une contraction physique, pour pouvoir justement vivre la posture et mettre ensuite ce travail du mental un peu plus supérieur, un peu plus fin, un peu plus profond, d'habiter le corps complètement différemment. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec des exercices respiratoires. Un, qui vont développer un peu la puissance du mouvement respiratoire, et deux, qui vont développer la qualité de la respiration, l'affiner, pour nous permettre progressivement de passer vers une respiration pranique qui nous permettra après de rentrer dans le corps de l'énergie, quand on aura un peu plus avancé. Voilà, donc qu'est-ce que j'avais préparé? On va travailler justement donc, tous ces éléments pendant les séances de l'automne, puisque c'est la respiration, la fonction principale de l'automne, parce que c'est grâce à la respiration ensuite qu'on pourra construire, poser les postures, c'est un peu comme les fondations sur lesquelles on va tout reposer derrière. Et donc on va travailler séparément puissance, qualité, pour ensuite les travailler un petit peu associés. Et là, effectivement, on a cette phrase, donc, des mouvements préliminaires du yoga d'énergie, quand on la pratique, qui eux associent les deux en même temps, en simultané, et qui permettent de passer au début, quand on apprend la phrase physiquement, la chorégraphie en quelque sorte, eh bien, c'est
une phrase, on appelle ça des mouvements préliminaires, et quand on commence à mettre une autre intention dans la pratique, à se relier aux polarités énergétiques, et bien là, elle devient une danse cosmique, en définitive. Puisque l'idée, c'est une sorte de kriya, un gros travail de nettoyage et de connexion en fait, énergétique, cette pratique-là. C'est une sorte de. Une phrase en yoga, c'est un enchaînement de postures comme la salutation au soleil. En yoga de l'énergie, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et là, il y a un enchaînement de 18 postures. On va en travailler quelques-unes ce soir, qui permettent justement de travailler la connexion aux polarités, la terre, le ciel, de sentir justement la reliance à l'une, la reliance à l'autre, sentir l'ambiance intérieure quand je suis en fin d'inspire, bien gonflé, et au contraire en fin d'expire complètement inerte. Et c'est comme ça qu'on va commencer à percevoir l'énergie, déjà par ces deux grandes polarités. Voilà, ça suffira pour le blabla pour ce soir. Vous n'avez pas trop cassé les oreilles, c'est bon? Vous avez des réflexions, des questions, des remarques par rapport à tout ça? Mais tant mieux alors. Donc voilà, maintenant on oublie tout ça et on va s'efforcer de venir le vivre dans notre corps. La théorie, effectivement, elle a juste cette fonction-là. C'est pas parole de l'évangile, c'est pas quelque chose à laquelle on va se raccrocher tout le temps. C'est juste une direction qu'on va donner dans notre travail, dans le réel, dans les cellules. Donc vous allez pouvoir commencer à vous installer sur le dos, en position de Shavasana confortable. Voilà, et prendre justement le temps et le soin de vous installer en écartant les jambes suffisamment, en écartant les bras un peu plus grands que ça encore. Voilà, faites de la place dans votre posture. Ça permettra de faire de la place à votre être, dans cette fameuse expansion dont nous parlait Iyengar. Et avant toute chose, on prend le temps de se déconnecter de la journée. Tout ce que je viens de vous raconter, voilà, imaginez de l'interrupteur d'un mental et vous l'éteignez. On coupe avec tout ce qui s'est passé avant dans la journée, avec tout ce qui va se passer ensuite, de manière à vous rendre pleinement disponible pour la séance, ici et maintenant. On peut faire un rapide body scan pour venir ressentir la manière dont votre corps pose dans le tapis, en commençant par les talons. Hop. On vient habiter le volume des pieds, profitez-en pour bien relâcher les pieds. Et on remonte les chevilles, les mollets jusqu'aux genoux. Et pareil, sur expire, on imagine que ça lâche. Et on remonte les genoux, les cuisses, jusqu'à l'articulation des hanches. Et sur expire, imaginez que ça lâche. Et on remonte dans le volume du bassin, avec les fessiers dans le dos, la face pubienne face au ciel, mais aussi les côtés des hanches, et toute la profondeur du bassin, avec les organes, le petit bassin, le plancher pelvien, voilà, tout ce volume que vous pouvez aussi détendre. Et puis on remonte dans le volume de l'abdomen, depuis la ligne pubienne jusqu'au plexus solaire. Et l'abdomen donc est un volume, c'est le ventre, mais c'est aussi les flancs et le dos, la zone des lombaires, qui se gonfle et qui se dégonfle donc dans toutes les directions quand vous inspirez et expirez. À nouveau, imaginez vraiment que ça lâche dans cet espace. Et puis on monte dans l'espace du thorax, donc depuis le plexus solaire jusqu'à la ligne des épaules, définie donc par le grille costal. Face avant, face arrière, mais également sous les aisselles, une zone qui est un petit peu aveugle au niveau des ressentis. Et puis de là, vous glissez dans les épaules. Des épaules, vous glissez dans les segments des bras, donc entre l'épaule et le coude. Du coude, vous glissez dans les avant-bras, poignets, mains et doigts, la paume de la main, le dos de la main, mais aussi les 5 doigts qui sont bien détendus, repliés naturellement. Et de là, vous venez téléporter votre conscience instantanément dans le cou. Le volume du cou, avec la gorge devant, la nuque derrière.
et les côtés, et notamment les muscles qui relient le crâne au tronc et qui sont souvent pleins de tension, trapèze principalement, SCM, scalène. Vous allez mettre en place un petit mouvement de nez avec la pointe du nez, très très lentement, très très délicatement. Vous laissez la pointe du nez partir un petit peu à gauche, de 2-3 cm, le plus lentement possible. Vous laissez le souffle naturel, juste vous cherchez à déplacer la pointe du nez vers la gauche, millimètre à millimètre. Et puis vous cessez, vous ramenez la pointe du nez vers la verticale, millimètre à millimètre, voire micromètre à micromètre. Et puis ça partira un petit peu à droite, avec cette même qualité de lenteur. C'est d'agir comme ça. La lenteur demande un contrôle moteur très très fin et vient solliciter les fibres musculaires qui sont uniquement celles qui sont concernées et donc les autres doivent se détendre. Voilà, puis vous pourrez cesser quand vous serez revenu à la verticale pour revenir dans la sensation donc, de votre crâne, le volume de la tête, la manière dont elle est posée dans le tapis, la surface de contact entre le crâne et le sol. Et puis de là, vous glissez dans la sensation, au bord des narines, de l'air qui entre et l'air qui sort. Ce que vous observez là, c'est ce que j'appelle le souffle naturel, celui qui vous anime, celui par lequel la vie nous est donnée, cette palpitation qui nous relie à la polarité du yang en phase d'inspiration, et vous sentez ce phénomène de l'expansion dans votre corps avec la cage thoracique et l'abdomen qui se gonfle un petit peu. Et par l'expiration, eh bien, ça nous relie au phénomène du yin, de l'inertie, de la rétraction, et on se sent un petit peu plus lourd dans le sol. Reprendre contact avec ce souffle naturel donc, qui circule le long de vos narines, eh bien, il y a plusieurs paramètres qu'on peut venir observer. Est-ce que l'inspiration est plus longue que l'expiration? Ou bien est-ce que c'est le contraire? Ou bien est-ce que c'est équilibré? Tout est juste. Il s'agit simplement de venir observer sans agir la manière dont cette intelligence biologique articule cette palpitation du souffle en vous, là, maintenant. La phase d'inspiration vient stimuler notre système nerveux sympathique, celui qui nous accélère, alors que l'expiration va favoriser le parasympathique. Donc, si vous laissez faire votre intelligence biologique, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est équilibré entre l'un et l'autre? Est-ce qu'elle est plutôt en train de tonifier le sympathique avec des inspirations qui sont plus longues? Est-ce qu'elle est plutôt en train de tonifier le parasympathique avec des expires qui sont plus longues? Voilà. On ne cherche rien, on observe, on est témoin de ce qui est. Et toujours pareil, sans agir dessus, vous allez venir compter le nombre de cycles respiratoires. Je vais vous donner un top, on va compter ça sur 1 minute pour se faire un petit test respiratoire. Voilà, vous retrouvez tranquillement cette observation du souffle naturel, sans agir, vraiment, comme si vous aviez mis votre conscience en retrait et vous observez le souffle. Et donc, vous comptez soit le nombre d'inspires, soit le nombre d'expires, peu importe. Allez, c'est démarré. Alors, toujours pareil, c'est simplement être dans cet état du témoin, le drashta en yoga, cet état de témoin donc qui est là pour observer ce qui est, sans agir, sans interférer, sans interpréter, sans analyser, comme un papier photographique en fait, qui vient imprimer ce qui est là, sans le déformer, sans rien. Et bien là, c'est ça. Vous êtes juste en train d'observer la manière dont ça respire en vous. Là aussi, je parlerai souvent au passif, et non pas à l'actif. Parce que, en définitive, c'est en se mettant dans cet état-là que ça permettra de changer la dimension. Allez, encore quelques secondes. Dans cette observation des cycles respiratoires. Voilà, vous
pourrez cesser. Vous gardez ce chiffre en tête, tranquillement. On fera un petit débrief un peu plus tard. Et maintenant, vous allez laisser se déployer les 4 temps du cycle respiratoire. Donc, dans un cycle respiratoire, on a la phase d'inspiration, un petit temps de pause poumon plein, la phase d'expiration et un petit temps de pause poumon vide. Donc, la prochaine fois que ça inspire, eh bien, retenez un tout petit peu l'expiration pour que cette phase de temps de pause poumon plein puisse se déployer tant que c'est confortable. Et dès que vous sentez un léger inconfort, hop, vous laissez l'expiration se manifester, ça se vide, et on recommence ensuite en suspension poumon vide. Et là, à nouveau, il ne s'agit pas de faire une apnée, il s'agit juste de faire une suspension. C'est très très léger. Et on est parfois surpris du temps pendant lequel on peut rester confortablement justement en suspension poumon plein ou suspension poumon vide. Et vous pourrez cesser ce travail conscient volontaire pour revenir dans l'observation des 3 étages de la respiration. Donc, on a 3 caissons au niveau respiratoire. On a un étage abdominal, un étage thoracique et puis un étage supérieur au niveau claviculaire. Venez observer la manière dont ça bouge au niveau de l'abdomen. Vous pouvez mettre les mains sur l'abdomen si ça vous aide à le sentir. Et puis venez maintenant concentrer votre attention sur le mouvement de la cage thoracique. Et enfin, pour peut-être un petit peu percevoir l'étage claviculaire qui est un peu plus fin à ressentir, je vais vous inviter à laisser vos bras glisser à l'arrière de votre tête. Étirez derrière vous, étirez, dépliez derrière vous, les paumes de main en contact. Voilà, et allez poser confortablement derrière. Voilà, et en fin d'inspiration, venir sentir l'inspire jusque dans la zone donc, des épaules, au niveau claviculaire. En fait, à chaque étage de la respiration va correspondre une ambiance vibratoire. Dans l'abdomen, où sont situés les centres énergétiques du vital, tout ce qui est de l'ordre de la biologie, du maintien de la vie. Eh bien, on aura une ambiance beaucoup plus matérielle, beaucoup plus dense, beaucoup plus corporelle. Dans l'étage thoracique, on sera plus dans cette intelligence du cœur et dans un paysage plus émotionnel. Et dans l'étage claviculaire, en définitive, eh bien, ça sera le mental le plus subtil. On s'entraînera à observer aussi la variation de la finesse du souffle en fonction des différentes ambiances. Voilà, vous pourrez ramener les bras de part de votre corps, vous étirer, rouler sur le côté, bâiller, prendre un petit temps pour faire les gestes que votre corps vous réclame après ce moment passé dans l'immobilité, dans une observation dans la profondeur. Voilà, ça peut être ramener les genoux à la poitrine, se bercer, se mettre en position fétale sur le côté. Voilà ce que votre corps vous réclame pour sortir un petit peu de cette profondeur et vous préparer progressivement à vous remettre dans une attitude un peu plus posturale et dynamique. Alors, quand vous vous sentirez prête, eh bien, vous pourrez vous redresser et venir vous installer en Vajrasana ou en position assise si le Vajrasana est inconfortable. Sur les genoux. Et reprendre un
petit contact déjà avec la position donc, verticale au niveau du tronc. Qu'est-ce que ça change? Reprendre contact avec votre respiration naturelle. Et la sensation justement du déploiement des trois caissons en étant dans la verticale. Cette fois-ci, les organes pèsent sur le plancher pelvien. Donc, est-ce que le mouvement se déploie en haut exactement de la même manière? Voilà, et puis tranquillement, on va se mettre à bouger les épaules. Vous allez hausser les épaules très délicatement. Sans réfléchir, on hausse les épaules, on laisse redescendre. Voilà, sans réfléchir, dans la lenteur. Et puis, venez observer intérieurement comment votre corps a organisé ça. Est-ce que vous montez sur inspire? Est-ce que vous montez sur expire? Est-ce qu'il y a une inspire et une expire alors que vous êtes encore en train de monter? Voilà, juste sans interpréter, simplement observer comment le corps construit cette mobilité. Puis vous pourrez cesser. On va faire un mouvement un petit peu plus ample. Vous allez laisser les bras se déployer sur le côté, pas forcément jusqu'à l'horizontale, sauf si vos épaules l'acceptent tout de suite, et puis ça revient. Une gesture vraiment très simple. Si vous sentez que ça peut aller plus haut, vous avez envie d'aller plus haut, laissez faire. Voilà. C'est juste remettre un petit peu plus de mobilité, un peu plus d'amplitude à ce mouvement. On peut déjà peut-être éventuellement se relier à ce qu'on s'est dit en début de séance, c'est qu'en même temps que je déplie mes bras, peut-être que je peux sentir aussi une expansion depuis le centre de mon être. C'est pas juste bouger les bras, mais chercher justement ce qu'Ayurveda nous a invité dans la grâce du geste. Et à nouveau, observer comment le corps construit ça. Est-ce que vous levez spontanément les bras sur expire ou sur inspire? Et puis, vous pourrez laisser les bras monter jusqu'au ciel cette fois-ci. Une fois qu'ils y sont, on laisse glisser les omoplates pour baisser les épaules. On s'installe. Prochaine inspiration, on va laisser le bras gauche s'étirer un petit peu plus vers le ciel. Et expire, je laisse revenir. Et là, je vais chercher, et vous reprenez. Donc, ça geste très simple, qui n'est pas forcément facile parce que je peux mettre des petits challenges. C'est-à-dire que lorsque mon bras gauche se lève, on ne travaille que le gauche pour l'instant, c'est que le bras gauche qui bouge. C'est pas tout mon corps qui s'en va un petit peu. Donc, je tiens bien ma ceinture scapulaire, je ne laisse pas mon flanc droit s'affaisser un petit peu. C'est juste le flanc, tac, juste ce mouvement de glisser de l'omoplate, là, entre les côtes, pour juste soulever un petit peu. Donc, ça veut dire que je n'ai pas forcément besoin d'aller très loin, parce que sinon j'ai perdu ma qualité de présence à la posture. Je veux juste créer ce petit décalage. Et en fonction des possibilités de mon corps, de ma souplesse, j'aurai plus ou moins d'amplitude. Si je suis très souple et que je suis bien délié, je vais pouvoir bien étirer le bras en tenant tout le reste. Si on n'est pas très souple comme c'est mon corps, j'ai un mouvement qui est plus petite amplitude. Mais je cherche à bien isoler ce mouvement-là de tout le reste de mon corps. Et la prochaine fois que votre bras gauche est un peu plus haut, vous le laissez. Et on va venir dans une très légère, en définitive, flexion latérale, plutôt une extension. Venez sentir la manière dont ça inspire et ça expire. Est-ce que dans le flanc gauche, dans le flanc droit, il se passe exactement la même chose? Pour moi, la posture crée des conditions pour que le souffle vienne faire un job. Et là, c'est le souffle qui travaille. Moi, mon travail à moi, c'est de maintenir la qualité de ma posture pour que le souffle puisse travailler et vous sentez que ça se gonfle un petit peu différemment. Voilà, donc là, on est en train de travailler du qualitatif dans notre mouvement respiratoire et aussi dans notre présence au corps. Prochaine expire, vous laissez le bras gauche revenir dans la position de départ. Si vous avez besoin de baisser les bras, faites-le. Si vous pouvez rester encore en haut, si vous pouvez enchaîner sur l'autre côté, en gardant cette qualité de présence, vous le faites. Et sinon, vous prenez le temps qui vous est nécessaire en rebaissant les bras pour y retourner ensuite. Donc de l'autre côté, on commencera de la même manière, par juste déplier le bras droit, venir trouver, essayer de comprendre dans votre corps ce que je vous raconte avec mes mots. Mes mots sont simples, mais la compréhension dans le corps, ce n'est pas forcément facile de mettre en place ce que je vous demande. Donc il faut trouver l'amplitude de ce geste pour éviter justement de créer ce déséquilibre. Voilà, jusqu'où je peux aller en maintenant cet alignement du flanc gauche, cette fois-ci qui reste le long.
Voilà, et quand vous avez trouvé la position, eh bien vous laissez le bras droit un peu plus haut que le bras gauche, de manière à sentir que cette fois-ci, c'est au niveau du flanc droit, que ça s'organise, que ça se mobilise, que ça travaille un petit peu différemment. Et alors, souvenez-vous, ce dont on a parlé tout à l'heure, dans la posture, on va chercher Sthira-Sukham, donc le relâchement, la fermeté et la détente en même temps. Et Sukha, c'est l'espace intérieur, c'est aussi le bonheur. Et le bonheur se manifeste extérieurement, en général, par sourire. Voilà, et quand vous avez la sensation que le travail s'est équilibré d'un côté et de l'autre, vous pouvez d'abord ramener le bras à la même hauteur, et puis descendre dans la lenteur, pour boire le calice jusqu'à la limite, pour savourer le travail jusqu'au bout, sentir dans vos épaules ce qui a travaillé. Voilà, et prendre un petit temps pour venir intégrer les sensations sans bouger, pour pouvoir justement mesurer les traces que laisse en moi cet exercice, si j'ose pas appeler ça posture, mais bon, quand même un peu. Voilà. Avant de, éventuellement, maintenant, oui, si vous avez besoin, remuer un petit peu les épaules, etc. C'est pouvoir enregistrer en définitive les conséquences de l'expérience que j'ai vécue, alors que si je ramène et que de suite je bouge, j'ai brûlé, les ressentis. Parce que ces ressentis sont de l'ordre vraiment de la tramésie, ils viennent de la profondeur, ils ont besoin de temps pour remonter à la surface de notre conscience, et surtout, je conscientise, j'enregistre dans les bases de données sensorielles, et du coup, c'est pas enfin, j'ai pas fait quelque chose qui est dans le physique, ça s'intègre vraiment quand on prend ce temps-là d'intégration des sensations. En yoga de l'énergie, ce temps, il est crucial, vraiment fondamental. Parfait. Bien. De là, on reste à la même posture, si votre pied le tolère, sinon n'hésitez pas à changer un petit peu et de bouger. Vous allez venir mettre votre bras droit à l'extérieur de votre cuisse gauche. Je fais un miroir pour vous. L'idée, effectivement, c'est pas de partir vers une torsion, donc à vous de voir où vous posez la main. L'idée, c'est juste de mettre le bras au contact de la poitrine et de refermer un petit peu donc, le sternum et de sentir le contact, si c'est possible, entre le bras et l'abdomen ici. Voilà. Une fois que vous l'avez positionné, et bien avec l'autre main, vous la laissez sur le côté et vous cherchez à ramener votre ligne des épaules de face. Voilà. Et là, on va revenir travailler une fois encore ce mouvement respiratoire. Vous allez vider en engageant votre muscle transverse. Donc je ramène mon nombril contre la colonne vertébrale, sans le périnée pour l'instant, s'il te plaît. Juste le transverse pour justement apprendre aussi à dissocier ces deux groupes. J'arrivais pas à le faire. C'est ça, ton corps a appris quelque chose, et là l'idée c'est maintenant, oui, c'est devenu un automatisme. Donc voilà. Donc par le transverse, on vide pour pouvoir bien remplir derrière. Voilà, et vous sentez la différence entre votre côté gauche et votre côté droit, au niveau du diaphragme, au niveau de la poitrine, et venir prendre conscience du mouvement du diaphragme. Les flancs, de l'abdomen, du thorax, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans cet exercice-là? Et là, par contre, je vous demande d'y aller. Physiquement, chercher à expirer au maximum du maximum. On vide. Petit temps de pause à vide. On relâche les contractions musculaires. Puis, on inspire. Et on inspire, on y va. On cherche à développer. Là, l'idée, c'est de, justement, redonner de la malléabilité, de la mobilité à ce moment du diaphragme, de venir soulager aussi un petit peu les piliers du diaphragme, qui sont les structures qui accrochent le diaphragme au squelette et qui parfois peuvent être un petit peu asymétriques, un peu tendues, un peu gênants. Et en faisant ça, on va venir commencer à travailler les angles de la poitrine dont on parlait à l'heure tout à l'heure. On a besoin que ça, ce soit toujours ferme et ouvert pour pouvoir porter. Donc on a une sorte de rééducation, entre guillemets, là à la puissance du geste respiratoire en cherchant l'amplitude. Je ne voulais pas que vous travailliez, c'est fait exprès. Je vous occupe en vous parlant pendant que vous bossez. Mais vous bossez, vous continuez de bosser. Voilà, là, on cherche la puissance. Et puis vous cessez de faire ce travail avec cette puissance du geste physique. Et vous essayez de garder la même amplitude inspiratoire et expiratoire, mais en réduisant le débit d'air par les narines. Imaginez que je vous apporte une fleur sous le nez.
et que vous devez inspirer et expirer sans que les pétales de la fleur ne bougent. Donc il faut réduire le débit d'air qui rentre par les narines, tout en gardant la même amplitude au mouvement expiratoire, le même mouvement et au mouvement inspiratoire. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Donc du coup, ça va énormément ralentir. Et à vous de gérer ça. Et là, on est en train de travailler puissance et qualité de la respiration. Et pour celles qui sont à l'aise avec ça, je vous invite même à observer s'il y a une polarisation. Est-ce qu'une narine est plus active que l'autre, ou bien est-ce que c'est équilibré? Et dans ces moments-là, on se rend compte parfois combien on peut être long dans une inspire, dans une expire. Ne vous mettez pas dans un inconfort, entre guillemets, dans un stress, on va dire, ventilatoire. Intérieurement, je crois que ça bouge des trucs. C'est juste essayer d'explorer ces mouvements-là. Et d'accueillir la vie autour de nous, qui ne nous détourne pas du sujet de notre concentration, d'être concentré sur cet exercice. On a conscience qu'autour de nous, la Terre continue de tourner et que la vie est là. La salle va être traversée par les pratiquants qui vont aller travailler à côté. Mais nous, on accueille, mais ça ne nous déconcentre pas. Et vous pourrez tranquillement terminer ce que vous êtes en train de vivre, relâcher votre bras, retrouver une position symétrique, comparer le côté gauche, le côté droit, intégrer les sensations, ce qui vient d'être vécu. Est-ce que votre corps, est-ce que vous habitez votre demi-corps gauche exactement de la même manière que le demi-corps droit, ou bien est-ce que quelque chose a bougé, s'est éveillé? Et même si vous ne sentez rien, ne rien sentir, c'est déjà sentir quelque chose. Le fait d'amener comme ça la recherche de sensations intérieures, on est en train de construire justement les chemins neuronaux qui vont permettre d'éveiller les ressentis. Ça ne se fait pas forcément tout de suite, mais ça se travaille. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Exactement, l'autre côté. C'est à vous de te mettre en assise. Voilà, donc vous vous installez, vous trouvez la position juste, vous veillez à ce que la ligne des épaules reste bien de face. Voilà, le regard de face aussi. Et on reprend. Maintenant, on se familiarise avec les sensations de cet autre côté. Et puis progressivement, je mets de plus en plus d'amplitude à mon geste respiratoire physique. Donc j'engage mon transverse de plus en plus vigoureusement, aussi bien à l'expire qu'à l'inspire, avec les petits temps de pause. À la fin de l'expiration, poumon vide, je prends un petit temps pendant lequel je relâche la contraction musculaire, puis j'accueille l'inspiration. Avec ce côté très séquentiel, on le fait bien dans la lenteur pour qu'ensuite le corps enregistre tout ça pour pouvoir après vivre les choses de manière beaucoup plus efficacement. Voilà, une fois que vous avez trouvé cette amplitude respiratoire, voilà. Là, on vient chercher un petit peu. À chaque expire, essayez d'expirer un peu plus que la fois précédente. À chaque inspire, on essaie d'inspirer un peu plus que la fois précédente. Pour bien sentir tous ces espaces intérieurs-là qui bougent, qui s'étirent, qui se déploient, qui grincent un petit peu, peut-être. Mais c'est ça, sentir les intercostaux qui se déploient. Voilà, jusqu'où ça monte, jusqu'où ça va. Est-ce que ça va dans le dos? Est-ce que ça va sur le flanc? Est-ce que ça se gonfle de quel côté en premier? Juste venir observer tout ça. Le voyage vers l'intérieur, il est infini. Et puis tranquillement, vous réduisez le débit. On ferme le robinet de l'air qui entre et qui sort par les narines. J'essaie de diminuer le débit d'air, comme si j'avais une fleur sous le nez. Et que je respirais, je humais son parfum sans faire bouger les pétales. En tâchant de garder une grande amplitude au mouvement expiratoire et au mouvement inspiratoire. Vas-y, je t'en prie. Ils sont en train de travailler
oreilles sont prévenues, qu'elles sont concentrées. Tu ne vas plus de lumière. Je voudrais bien, s'il te plaît. Concentre la lumière. Et la lumière fut. Merci, Céline. Donc, restez bien présente à la qualité de votre travail. Et quand vous aurez la sensation d'avoir équilibré entre ce côté et le côté précédent, eh bien, vous pourrez cesser chacune avec votre ressenti intérieur. Ce n'est pas forcément dans la même durée, on n'est pas symétrique à l'intérieur du corps. Mais à un moment donné, il y a quelque chose dans le corps qui dit « Ok, voilà, c'est bon, c'est assez ». Donc à vous de voir chacune avec votre propre ressenti quand vous sentez que ce travail se termine et puis vous quittez la posture. Un petit temps pour intégrer les sensations. Et puis vous pourrez basculer sur une jambe, déplier les jambes devant vous. Voilà. Soulager un petit peu les genoux et les chevilles. Mettre un petit peu en mouvement, flexion, extension, circonduction. Soulager après ce long moment passé sur les coups de pied. Et puis vous viendrez trouver une assise confortable, plutôt en tailleur. Aussi d'asana ou de lotus, puisqu'on va être un peu mobile, on va venir vivre une respiration complète à partir de là, avec les suspensions poumon plein et poumon vide. Et déjà dans cette première intention de se relier aux polarités, de bien goûter le relâchement en fin d'expiration pendant la pause poumon vide, et de bien goûter l'expansion intérieure en fin d'inspiration poumon plein. Donc le geste il est encore d'une complexité redoutable. On aura les mains qui vont faire des demi-cercles sur le côté. À l'expire, je me replie, je referme, je viens me poser sur le sol. Donc on pose les coudes, on pose le front si c'est possible, on abandonne tout, complètement relâché. Temps de pause poumon vide. Et à l'inspire, demi-cercle sur les côtés pour venir poser les mains à l'arrière. Le regard, la tête au plafond, on ne laisse pas tomber la nuque pour l'instant. On vient sentir que le geste physique va permettre d'aider à expirer, à bien vider et à faire de la place pour bien inspirer. C'est parti. Donc respiration complète, bien sentir ce mouvement-là. Sur expire, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Cherchez vraiment à vider au maximum, à vous abandonner quelques secondes dans ce temps de suspension poumon vide, à goûter à cette polarité, à cette ambiance intérieure de l'inertie. Et puis, quand vous sentez qu'il faut repartir, on remonte. Et voilà, chacune avec son propre rythme. Parfaitement relâché, à un état où progressivement ça monte dans le corps et on sent cette tonicité intérieure, cette expansion au niveau de tous les espaces intérieurs respiratoires. De la position dans laquelle vous êtes, vous pourrez revenir tranquillement dans la verticale quand ça vous ira bien. Revenir vous installer dans la verticale, venir observer les sensations après ce grand mouvement respiratoire. Et on va refaire le test respiratoire, de compter le nombre de cycles respiratoires sur la nuit dans les mêmes conditions. Donc réinstallez-vous en Shavasana. Quelques instants, quelques secondes pour retrouver la qualité de la posture. Voilà, une fois que le corps est posé dans le sol, ramenez votre concentration sur la sensation des narines.
et de l'air qui entre et qui sort. Réinstallez-vous dans cet état de témoin qui observe le souffle sans agir dessus. Et puis vous allez pouvoir commencer à compter le nombre de cycles respiratoires à partir de maintenant. Une fois encore, on est juste dans cet accueil, ce qui est, sans agir. Vous laissez respirer, ça respire. Bien présent dans ces phases d'inspire et ces phases d'expire. Une partie de votre conscience compte, soit l'inspire, soit l'expire. Une autre partie de votre conscience peut se mobiliser sur la perception de votre ambiance intérieure. Comment vous vous sentez lorsque vous êtes en phase d'inspire, comment vous vous sentez lorsque vous êtes en phase d'expire, cette ambiance générale de votre être. Est-ce que par rapport au début de séance, votre corps installe des temps de suspension, un peu en plein, un peu en vide, qui n'étaient pas forcément là au début, ou pas? Tout est juste, hein. C'est simplement faire un état des lieux de ce qui est. Voilà, et puis vous pourrez cesser le compte. Vous vous étirez si c'est nécessaire, et vous vous redressez, et vous vous installez en position assise, confortable. On va faire un premier petit débrief de cette partie essentiellement respiratoire, juste respiration. On aura une deuxième séquence, respiration sur l'émotion dynamique. Premier test respiratoire, et deuxième, est-ce qu'il y a une différence dans le nom ou pas? Alors, on va faire combien de tests en même temps? Le premier? Le premier, je fais à 7. Et le deuxième? À 5. Aurélie? 5 et 5, donc il n'y a pas de différence. 6 et. Enfin, j'étais à 4,5 quand j'ai fini. Voilà. À peu près quand c'est. Voilà, parfait. Donc déjà, ça permet effectivement de voir ça. Donc félicitations, vous avez toutes des respirations qui sont fonctionnelles. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais même chez les profs de gants, on a pas mal d'envois qui ont des respirations qui ne sont pas fonctionnelles. Au niveau donc de la fluidification, en tout cas, il y a plein d'autres tests pour travailler justement sur la respiration, mais celui-là, c'est le plus facile à mettre en œuvre, et ça permet des jeux dans les cours, peut-être, d'aider les gens à prendre conscience qu'ils ne respirent pas forcément bien, et du coup, ce travail qui peut paraître rébarbatif de respiration, ça apprend un petit peu mieux. Je vous ai mis dans la trame le montant. On estime qu'une respiration est fonctionnelle lorsque ça va jusqu'à 9-10 cycles respiratoires par minute. On est au seuil entre 10 et 12, et on est sur une respiration qui est dysfonctionnelle lorsqu'il y a plus de 12 cycles respiratoires par minute. Et si on est à plus de 20, il faut appeler le 15. Là, il y a une grosse détresse. Voilà. Mais oui, c'est un travail, effectivement, et plus on va faire ce travail comme on l'a fait, d'approfondir ce mouvement respiratoire, et plus on va réussir à diminuer le rythme, en fait, augmenter l'amplitude et donc améliorer la ventilation. Allez, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Et plus on y va, et plus la dernière fois que j'avais fait un test comme ça, j'étais quasiment à 3 cycles respiratoires dans la minute. Bon, c'est des bons moments, effectivement, dans les pauses poumons pleins, ou quand je fais ce petit geste, donc je vais revenir dans un petit moment, mais soit dans ce temps de pause poumons pleins, lorsque je laisse se déployer, soit lorsque j'ai des gestes qui sont de toute petite amplitude, d'une très grande lenteur, j'ai des perceptions, on va dire, d'infini. On a l'impression que le geste il ne peut jamais s'arrêter, que ça dure une éternité. Enfin, voilà, il y a des sensations comme ça qui me permettent d'accéder à d'autres états de conscience. Juste des perceptions différentes du quotidien matériel. Et pour moi, en tout cas, ça passe justement par cette lenteur et cette. Voilà. Donc, c'est ça que je vous invite à explorer et à découvrir. Difficile de réduire le débit d'air. C'est un truc que vous avez déjà vécu, que vous êtes déjà entraîné à ça. Quand on passe du geste physique, d'abord par le geste, jusqu'à réduire le débit, à avoir une respiration très très fine. Je dirais pas difficile, mais il faut se concentrer sur le fait qu'on veuille réduire. Mais quand on est concentré, ça va. Mais si on lâche, je suis plus fort, je suis plus fort. Et après, une fois que tu es dedans, est-ce que tu sens une modification de ton état d'être?
Ou tu étais juste concentré en fait sur le fait de faire cette respiration plus Non, pas je suis concentrée sur ça, mais c'est plus léger, c'est plus facile. Hein. Donc, entre guillemets, la posture était la même, d'accord. Ouais. Mais le fait d'avoir une respiration qui soit physique, au contraire très très fine, intérieurement, comment vous l'avez vécu? C'était pareil ou c'était différent? Sans forcément mettre des mots dessus, est-ce que c'était pareil ou est-ce que c'était différent? Non, c'est différent. Moi, je vais me concentrer quand même. Quoi. Oui, tout à fait. C'est pas fluide, tu vois. Voilà, la notion d'effort, sortir de la zone de confort pour adapter et faire une autre expérience. L'effort sans effort, c'est pas mis sur la tête, on a fait grand écart. Mais c'est malgré tout un effort. Non, moi je suis agacée parce qu'à chaque fois que je me parle avec terminé, quand je me dis faut que tu l'enlâches, du coup, ce truc sortir de mes mécanismes. Voilà, c'est l'idée, effectivement. Donc, Je pense à travers l'entraînement, c'est de trouver cette fluidité et de dire. Effectivement, que le geste devienne conscient, que ça soit pas le mécanisme. Voilà. C'est agacé quoi. Et après, voilà, c'est comme tout. Quand on découvre quelque chose, il faut d'abord l'acquérir dans le geste avant de pouvoir passer à autre chose. Quand on a appris à écrire, moi, ça m'a agacé aussi de faire des lignes, parce que des fois, moi, il voulait pas ressembler à un qui était sur mon dessin. Voilà. Je reviens à quelque chose de caricatural presque, mais là, vous êtes en train d'explorer un nouveau geste presque. Donc, il faut justement créer cet apprentissage corporel, même si on n'est pas dans une posture, on est quand même dans un exercice. C'est un peu plus difficile qu'une posture, parce que vous êtes toutes avec des schémas corporels qui sont bien intégrés, alors que là, on vient de travailler à des choses où on a peu de prise en fait dessus. Il n'y a pas un muscle à bouger. Comment on fait pour réduire le débilitaire? Moi, consciemment, je ne sais même pas ce que je fais pour savoir. Non, mais réduire un débilitaire, tout en continuant d'avoir une expansion. C'est ça, et d'avoir c'est ça. Donc, vous demandez quand même d'augmenter l'inspiration tout en. C'est ça. Voilà, mon cerveau, c'est pas. Voilà. La visualisation de la fleur, je trouvais que ça aidait beaucoup. Pas faire bouger les pétales. Moi, pour moi, effectivement, quand je suis dans ce truc-là, je suis plutôt concentré sur ma fleur, mais je ne veux pas qu'elle bouge. Et surtout, elle expire. L'inspire, ça va, elle expire. Bon, on le testera au printemps. Voilà, exactement. Personne n'est allergique aux aminés. Ok, bon, très bien. Donc ça, effectivement, maintenant, on va essayer de le mettre en œuvre sur des postures un petit peu plus dynamiques. Dans un premier temps, on essaie de l'acquérir sur une mobilité, comme ça, le mental n'est pas perturbé, on lui fait lever le bras, qu'elle en etc. Une fois qu'on a acquis un petit peu ça, on va chercher à le goûter sur quelque chose de plus dynamique. On y va? Une deuxième, l'effort sans effort, deuxième acte. Vous pouvez vous allonger sur le dos, s'il vous plaît. Genoux pliés. Écartés à peu près de la largeur du bassin, les pieds au sol. Les bras sont le long de votre tronc, paume tournée vers le ciel. Voilà, on reprend un petit moment, petit geste du mental. Tac, je viens couper avec tout ce qu'on vient de se raconter et je reviens dans mon corps. Ça, c'est Pratyahara, cinquième des piliers du yoga. Le retrait des sens, en fait, de l'extérieur, du monde extérieur, je les ramène vers mon monde intérieur. C'est ça que ça veut dire Pratyahara. Comment je reviens vers mon intériorité. Pour moi, le meilleur vecteur, le plus rapide et le plus efficace pour revenir dans mon monde intérieur, c'est de venir observer mon souffle qui entre, qui sort au bord de mes narines. Ça me permet d'instantanément revenir à l'intérieur de moi. Ce qui, comme c'est bien organisé, va me permettre de vous demander de venir à nouveau observer ce souffle naturel. Et on va venir bouger en accord, en synchronisant votre gestuelle avec ce souffle naturel. Donc vous allez laisser le souffle naturel au premier plan de votre conscience, c'est lui qui va donner le tempo à votre gestuelle, et vous, avec votre mental, vous allez contrôler vos mouvements pour qu'ils durent exactement la durée d'une inspire ou d'une expire, sans agir sur l'inspire ou l'expire, en gardant ce rythme que vous avez là maintenant. Et donc la prochaine fois qu'une inspiration se manifestera à vous, eh bien, le bras gauche se lèvera en direction du plafond pendant toute la durée de l'inspiration. Vous allez synchroniser le mouvement sur la durée de votre inspire. Expiration, le genou droit viendra vers votre abdomen, toute la durée de l'expire. Genou droit. L'inspiration suivante, c'est le bras droit qui viendra en direction du plafond, toute la durée de l'inspire. Et expiration suivante, le genou gauche qui vient à la poitrine. On reste un petit moment donc, sur le dos.
faire un peu à cette sensation, réintégrer tout ce qui vient d'être dit. En fait, chaque fois que je bouge, je dois faire en sorte que mon geste il dure la durée de ma respiration naturelle. Et ensuite, la deuxième règle du jeu, c'est qu'on va redescendre dans le sens inverse de ce qu'on est monté. Donc le premier membre à redescendre, c'est le dernier qui est monté, c'est-à-dire le pied gauche qui retourne au sol sur expiration. Toute la durée d'une expire, et il se pose juste à la fin de l'expire. Voilà. Inspire, c'est le bras droit qui retournera au sol, et il se posera au sol juste avant que l'inspire ne s'arrête, et ce n'est pas le fait que le bras se pose au sol qui arrête l'inspire. Expire suivante, ça sera le pied droit qui retournera au sol. Et inspire suivante, le bras gauche. Voilà. Je vous laisse faire chacune à votre rythme, vous avez compris l'idée de la chose, c'est de synchroniser le geste sur le souffle et d'être suffisamment concentré pour monter les 4 membres dans un sens et redescendre en sens inverse. Le fait de empiler et de dépiler. Et à vous donc de synchroniser la réalité de votre geste sur la réalité de votre souffle. Et à chaque fois que vous terminez un geste, interrogez-vous de savoir si votre souffle s'est arrêté parce que vous avez terminé le geste, ou si le geste s'est bien synchronisé sur la réalité du souffle. Et donc vous continuez cette gestuelle de monter et descendre les 4 membres. Je vous ai proposé un ordre, hein, bras gauche en droite, bras droit en gauche. Vous faites dans l'ordre que vous voulez, peu importe. Ce qui importe, c'est que vous montez dans un sens et vous descendez en sens inverse. Si vous voulez commencer par la jambe droite, le bras droit, la jambe gauche, le bras gauche, parfait. Il faudra juste descendre en sens inverse. C'est tout. À vous d'être présente à cette gestuelle et à chercher justement à poser le geste sur le souffle. Et lorsque le geste est vraiment posé sur la charpente du souffle, il se fait de plus en plus fluide, avec de moins en moins d'efforts. Parfait. Prenez le soin de terminer le cycle que vous avez commencé. Ceux qui ont terminé, vous restez seul tranquillement, dans l'intégration des sensations, dans l'analyse. Est-ce que j'ai été sincère, authentique envers mon souffle? Est-ce que mes mouvements ont agi sur mon souffle? Ou bien au contraire, mes mouvements sont bien posés sur la réalité de mon souffle? Chacune à son rythme, bien dans le respect, dans l'écoute de son souffle naturel et de poser la gestuelle dessus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en moi une fois que j'arrête? Comment j'habite mon corps? Prochaine inspiration, les 2 bras vont quitter le sol, aller en direction de la verticale et venir se poser à l'arrière de votre tête. Jusqu'au sol, ils vont sur l'inspire. Expire, les bras reviennent. Cette fois-ci, on a un mouvement qui est un peu plus ample, donc il va un peu plus vite. Voilà. Quand vos bras seront revenus au sol, vous pourrez cesser le mouvement des bras. Sur une expiration, ramenez les 2 genoux vers votre abdomen. Soit en montant, soit l'un après l'autre, comme bon vous semble. Voilà, les 2 genoux reviennent vers la poitrine à l'expiration. Et à la prochaine inspiration, vous allez laisser le genou gauche se déplier en direction du plafond. Le pied se déplie vers le plafond. Cheville en flexion, pied parallèle au plafond.
Fin d'inspire. Et expire, vous repliez, vous revenez dans la position de départ. Avec le moins d'effort possible. Le moins d'effort possible et le plus de lenteur possible pendant toute la durée de cette inspiration. Et on reprend que le pied gauche, que la jambe gauche. Sur toute la durée de l'inspire, dans un geste fluide, à peu près à vitesse constante, vous essayez d'organiser la vitesse de déplacement de la jambe pour qu'en fait ça se termine, la flexion de la cheville, à la fin de l'inspire, petit temps de pause à plein, et puis vous reprenez. On n'a pas besoin de déplier complètement la jambe, on ne cherche pas un grand étirement, on cherche juste à faire un geste avec le moins d'effort possible, où ma jambe se déploie bien posée sur mon inspiration. L'amplitude de l'étirement n'importe pas. Souvenez-vous de ce que nous disait Iyengar. Je cherche l'effort sans effort. Je cherche à bouger avec le moins d'effort possible. Et puis vous pourrez cesser ce travail avec la jambe gauche. Et la prochaine fois qu'une inspiration se manifestera, la jambe droite se dépliera, mais dans la direction cette fois-ci. Vous dépliez la jambe en direction du sol et vous posez le pied au tapis en fin d'expiration. Et idem, la cheville en flexion. Fin d'inspiration, en légère flexion, les orteils viennent vers le visage, c'est l'inspire. Et à l'expire, vous revenez dans la position de départ. Toujours pareil, dans la lenteur. Toute la durée de l'expiration. Et vous reprenez, inspire, la jambe droite. Et voyez comment vous organisez ce déploiement. Est-ce que la cheville se met en flexion dès le début du mouvement ou est-ce qu'elle s'y met à la fin? Les deux sont valides, je n'ai pas donné de consigne. Juste observez comment votre corps il structure ça. Comment votre schéma corporel agit. Et toujours pareil, je ne cherche pas un étirement intense, je cherche juste à aller dans cette direction-là. Avec le moins d'effort possible. Et la première des choses, c'est de le poser vraiment sur la réalité du souffle. C'est le souffle qui donne le tempo et le geste vient se synchroniser dessus. Et ensuite, à moi d'organiser justement le déploiement de mes membres pour ne pas trop tirer sur ma structure, sur ma chaîne postérieure, sur mes articulations. Voilà, quand la jambe droite sera revenue, vous pourrez cesser. On va venir associer tout ça. La véritable difficulté, ça va être de synchroniser les mouvements qui vont tous dans des directions différentes, avec des amplitudes différentes, donc à des vitesses différentes, sur votre souffle. La prochaine fois que l'inspire se manifeste en vous, les deux bras partent vers le sol derrière, la jambe gauche part vers le plafond, la jambe droite part en direction du sol. Et tout le monde termine sa course en même temps. Et à l'expire, on revient. Inspire, les bras partent à l'arrière, la jambe gauche vers le ciel, la jambe droite vers le sol. Et expire, on revient en position refermée. Voilà, c'est ça. D'abord, on cherche le geste la première fois, on découvre, on se déplie, on se replie. Voilà, la jambe gauche vers le ciel, la jambe droite vers le sol, les bras à l'arrière de la tête. Inspire, je me déploie. Expire, je me replie. Toujours synchroniser le geste sur le souffle et ensuite synchroniser la vitesse de déplacement des membres. Les bras doivent parcourir une grande distance, la jambe droite un peu moins de distance, la jambe gauche encore moins de distance, mais débrouillez-vous pour que tous terminent au même moment. Les bras ne se posent pas avant la jambe droite et pas avant que la jambe gauche soit arrivée au ciel. Voilà, et quand vous vous repliez, c'est la même chose. Essayez de synchroniser. La grande difficulté, elle est là. Synchroniser une gestuelle des 4 membres dans 3 directions différentes avec 3 amplitudes de mouvement différents. Ils doivent tous démarrer en même temps et tous terminer en même temps. La prochaine fois que vous serez replié, vous changerez le mouvement des jambes. La droite ira au ciel et la gauche ira au sol. Donc il va y avoir peut-être 1 ou 2 gestes pour redécouvrir la gestuelle. Les chemins neuronaux ne sont plus les mêmes. Quelle sorte on doit donner manas, donc le cerveau, aux membres pour effectuer la consigne que je vous demande. Donc il y a peut-être 2 ou 3 gestes histoire de clac, clac, clac,
les chemins neuronaux se reconstruisent comme il faut. Et ensuite, venez chercher donc la qualité gestuelle de synchronisation, de présence à la posture, où les deux chevilles sont en flexion à la fin du geste, mais pas la flexion maximale, juste en légère flexion, pour chercher à faire le moins d'efforts possible. Cheville en flexion. Ouais, très bien. Et la prochaine fois que vous serez revenu en position repliée, vous y restez. Vous observez les sensations dans votre corps. Et puis vous allez faire le geste en conscience seulement. C'est-à-dire que vous allez visualiser que vous faites le geste sans le faire. Juste avec votre corps énergétique, je dirais. Donc la prochaine fois que l'inspire se manifeste, visualisez vos bras qui partent à l'arrière, la jambe gauche qui part au plafond, la jambe droite qui part vers le sol. Et cette fois-ci, en cherchant les alignements, les horizontales et les verticales. Et à l'expire, vous repliez votre corps énergétique, cette visualisation. 3 fois du côté gauche, 3 fois du côté droit, avec la jambe droite qui partira au ciel. Et cette fois-ci, cherchez vraiment, quand la jambe qui est au ciel, elle est vraiment connectée à la verticale. La jambe au sol est bien à l'horizontale, les bras ils sont bien étirés. Voilà. Et quand vous aurez fait 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre, vous pourrez vous laisser rouler sur un côté. Voilà. Venir un peu au contact du sol. Vous redressez progressivement. Cette position assise, pour revenir à 4 pattes. Prenez chacune votre temps pour faire ça. Prenez les dates nécessaires. Voilà les deux. 4 pattes. Venir se familiariser, donc ressentir déjà la posture de 4 pattes. Sentir le poids du corps en équilibre sur les mains, sur les jambes. Se laisser aller un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Déjà, retrouver un positionnement spatial. Et puis, ensuite, commencez à faire cette mobilisation que vous connaissez du dos rond et du front. Sans réfléchir, juste en retrouvant ces mécanismes qui sont ancrés en nous, puisque ça fait longtemps que nous vivons cette posture, on la connaît dans notre corps. Donc, dans un premier temps, juste vous laissez s'exprimer ces mécanismes qui sont en vous. Et une fois que vous êtes imprégné de ce geste, qu'il a retrouvé dans son naturel qui se déploie, eh bien, mobilisez une partie de votre conscience pour venir observer comment votre schéma corporel est construit. Ce mouvement, ce geste que vous faites, déjà sur quelle polarité de la respiration vous le faites. Est-ce que vous faites le dos rond sur l'inspire ou sur l'expire? Le dos creux sur l'inspire ou sur l'expire? Est-ce que le geste, il démarre dans le bassin? Est-ce qu'il démarre dans la tête? Est-ce qu'il démarre dans les épaules? Est-ce qu'il démarre au milieu du dos? Voilà. Sans agir dessus, juste venir observer comment votre schéma corporel est construit. Parfait. Et puis de là, on va venir commencer à se familiariser avec ce 4 pattes diagonales que j'adore. La prochaine fois que vous allez
expirez, vous allez laisser le coude droit et le genou gauche se rapprocher de l'autre vers votre nombril. Le dos s'enroule un petit peu. Et à l'inspire, vous dépliez la jambe gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. Inspire et expire, vous vous repliez. Donc, au début, cherchez juste ce geste, de trouver votre équilibre, essayez de le comprendre. Voilà. En sachant donc que lorsque vous dépliez la jambe arrière, elle ne va pas plus haut que l'horizontale. Et vous allez vous déplier en mettant une flexion de la cheville, comme dans la colonne de lumière. Voilà. Donc la jambe ne dépasse pas l'horizontale. Et le bras, il va chercher à passer très près du tronc. Si vous voulez bien relever la tête, je vous invite à avoir votre geste. Fin d'inspire, je la mets un peu parallèle au sol. Et à l'expire, je tourne et je reste très près de mon centre énergétique. Je passe près du visage, près du tronc, voilà. Et je déplie avec ce mouvement-là. Très bien. Un peu plus bas, par le pied, Céline. Voilà. Cherchez à ce que le bassin reste bien stable. Voilà. Cherchez à pousser loin derrière et à tirer loin devant. Cheville en flexion. Imaginez vraiment que dès que vous commencez le geste de déplier la jambe, vous mettez la cheville en flexion et vous poussez par le talon. Imaginez que vous cherchez à repousser une des machines de torture qui a donné, une presse, par le talon. Voilà. Et progressivement, eh bien, cherchez cet étirement dans le pas de diagonale, allez jusqu'au maximum du maximum, le bras et la jambe. Cheville en flexion, Pascal. Voilà. Il faut chercher la chaîne postérieure. Voilà. Et puis, voilà, on vient chercher différentes amplitudes, comme ce qu'on a vu tout à l'heure en début de séance. Je m'étire suffisamment, parce que sinon la posture elle est lourde, mais je ne m'étire pas trop non plus, pour ne pas être trop dans le physique. Donc, progressivement, venez chercher de plus en plus de finesse dans ce mouvement. Alors, chaque fois que vous êtes étiré, restez-y. Étirez-vous au maximum. Cheville en flexion, c'est pareil. Cheville en flexion, pousse avec le talon. Voilà, c'est ça. Donc, restez dans l'étirement maintenant et tirez le bras loin devant. Poussez le talon loin derrière au maximum du maximum. Et puis, très progressivement, vous réduisez l'amplitude sans bouger. Voilà, très, très progressivement, jusqu'à vous sentez que la posture est plus lourde. Donc là, c'est plus assez étiré. Réétirez un petit peu. Voilà. Venez chercher cette zone de travail là, dans laquelle on va trouver le moment où oh là, c'est trop. Oh là, c'est pas assez. Voilà, et je viens chercher, c'est sur quelques centimètres. Comment cet étirement, comment ce déploiement me permet de vivre la posture et non pas de la tenir. Est-ce que votre abdomen est libre? Est-ce que vous pouvez inspirer et expirer sans que l'abdomen soit crispé? Voilà. Et là, donc, il n'y a pas d'hyperpression abdominale. Vous n'êtes pas en train de tenir à la force des abdos, c'est l'étirement qui vous maintient dans la posture. Et là, on est en train de vivre la posture. Pas super bien quand même. Pas super bien quand même, tu veux parler de manière. Voilà. Moi, je te le dis. Et toi, Céline, qu'est-ce que tu peux le dire? Comment ça va? J'attends une petite distanciation. Voilà. Restez attentifs juste pour vous. Repliez-vous. Repliez-vous. Petit balasana d'argent, petite feuille pliée s'il y a besoin. On va changer pour récupérer. Et oui, voilà. L'idée, effectivement, c'est d'aller dans l'effort, de débriller un petit peu, mais pas trop. Voilà, c'est cette recherche-là, et c'est un espace qui est assez subtil, en fait. Il y a un endroit où, Je suis d'accord, mais j'ai l'impression que la lenteur, c'est des gestes qu'on enseigne, et puis c'est très rapide, c'est des gestes intimes. Ouais. Mais là, le faire lentement, je trouve ça dur. Ouais, c'est très dur. C'est simple, mais c'est pas facile. Hein. Tout ce qu'on vous propose, c'est simple, mais c'est pas facile. Je suis dans l'effort. Je suis pas du tout dans le truc agréable. Ouais. Après, quand tu dis relâcher le ventre, c'est vrai qu'on a tendance à. Oui. C'est cool, bien sûr. Et l'idée, voilà, vraiment, c'est de chercher. Oui. Là, c'est pas assez. Continue à. Là, c'est trop. Bah oui, mais. Et là, voilà. Et là, j'y suis. Et là, voilà, je peux y rester, mais. Voilà. C'est. Bon, oui. Et là, c'est l'étirement en fait, dans la position qui me tient là-dedans. Et il y a ça aussi. Par contre, maintenant, voilà, c'est le bras qui. Mon bras, là. Voilà. Alors, c'est mal au poignet, tu peux le mettre soit sur le poing, soit sur une brique, comme ça. Les obliques, quoi, les obliques s'attirent Ouais. à gauche. Comme ça, on tire fort sur les obliques à gauche. Exactement. Ce qu'on a travaillé en première partie. Le fait que là, je suis étiré, voilà, ben ça étire, mais je dois relâcher un tout petit peu pour que cet étirement ne soit pas inconfortable et que je puisse. Voilà.
Donc c'est là où il faut chercher, Et là, il faut passer du temps sur le tapis, il faut explorer. Chacune est différent par rapport à ça. Je n'ai pas découvert ça du jour au lendemain. Mais une fois que j'ai découvert ça, et cet espace-là de Stirasuka, j'ai de l'espace et je suis bien. Et je peux vous parler, je peux m'étirer, mais à tout moment, ma jambe elle est tendue derrière, et là je suis étiré par ma chaîne postérieure. Comme si ma chaîne postérieure c'était un fil à linge et que le linge est accroché à ça. Peut-être plus tard on pourra travailler le fait de se poser sur la chaîne antérieure. En faisant ça, avec mes doigts, en faisant ça et en soulevant un tout petit peu, je mets en tension toute ma chaîne antérieure, et là je suis un peu comme sur un rocking chair, je me pose sur la chaîne antérieure. Je peux y rester. Là, c'est ma chaîne antérieure qui me tient. Là, c'est ma chaîne postérieure. Et c'est l'étirement qui me tient dans la posture. L'étirement, on parle à l'heure. L'étirement dynamique depuis le centre. C'est l'étirement deux extrémités. Si je tire à une extrémité, je tire à l'autre extrémité, mon centre est libre. Si je ne suis pas assez étiré, je tiens à la force du centre. Et là, j'ai les abdos qui sont contractés. Je peux faire ces hyperpressions dans mon caisson abdominal quand j'inspire trop fort, etc., etc. Ce que vous faites, c'est juste aussi, c'est un autre travail en fait, de chercher l'étirement dynamique, de chercher avec la contraction du périnée, du truc, voilà. C'est l'approche plus des yogas dynamiques. Le yoga de l'énergie, on est plus dans une approche de recherche par la lenteur. C'est, comment dire, des rayons d'une route vélo. C'est des chemins différents qui vont nous envoyer au centre de l'être. On y va soit par l'effort, comme on dit, il faut le transcender parce que le pas rester. Soit au contraire par la lenteur et par le relâchement, mais l'idée c'est ça, d'aller vers de la conscience et de réussir à un moment donné à transcender le physique pour goûter à autre chose. Mais je voulais que je vous la montre, on va le faire de l'autre côté. Pour l'autre côté, je vais vous proposer une autre approche. Donc là, on est parti d'un mouvement centrifuge, vous déployez depuis le centre. Là, on va essayer quelque chose de plus tripette. On va imaginer que ça part de l'extérieur, du distal. Donc vous allez laisser l'autre bras. Normalement, je crois que vous avez donné le bras droit qui travaillait. Donc là, vous allez laisser le bras gauche se déployer jusqu'à l'horizontale. Une fois que le bras est à l'horizontale, vous avez laissé l'omoplate. Voilà. C'est pas comme ça, c'est vraiment là. Et là, vous remettez en place le mouvement qu'on a fait en début de séance. Vous savez, quand on a fait juste ça. Et vous faites la même chose. Vous laissez là le bras glisser à l'horizontale vers l'avant et il revient. Donc, essayez de retrouver cette sensation du glisser de l'omoplate. Tiens, Sandrine, tu peux essayer. Comme ça. Sur la brique. En la prenant comme ça, comme je viens de te montrer. Non? Ouais, comme ça. Elle est un peu épaisse. Ou alors, je peux faire l'avant-bras. Ouais, voilà. Et comme ça. Comme ça, oui. Oui, comme ça, Comme ça, c'est bon. ça devrait aller. Ouais, c'est bien. Alors, on cherche juste donc ce glisser de l'omoplate qui tire vers l'avant. Voilà. Et une fois que vous l'avez, eh bien, vous le laissez se déployer de plus en plus. Imaginez que votre bras, on reviendra par le poignet et qu'on vous tire loin devant. Et puis la ligne des épaules, elle dépasse l'appui sur la main droite. Et puis vous revenez dans la position de départ. Et vous reprenez. On tire. Voilà, ça vous éloigne. Voilà, le poids de votre corps, il est de plus en plus emmené vers l'avant. Si les poignets sont douloureux, mettez-vous sur l'avant-bras. On appuie sur le coude ou sur le poing, on appuie sur une brique. Voilà. Voilà, imagine là que tu es posé à la surface de l'eau. Et à un moment donné, le bras il tire tellement vers l'avant que pour ne pas me casser la figure, je déplie ma jambe opposée qui vient faire contrepoids. Et je ramène mon bras, je repose mon genou. Voilà. Vivez donc ce mouvement, le moteur est dans le distal, au niveau de mon poignet gauche, qui est tiré vers l'avant, et pour ne pas me casser la figure, je déploie ma jambe droite qui fait juste contrepoids. Elle est juste là pour faire le contrepoids. Voilà. Cherchez d'abord un petit peu en dynamique, et ensuite, vous allez vous installer dans la statique. Tu veux me parler, Pascal? Non, ça va, c'est parce que je trouve les tensions du coup du trapèze. Pour toi, Sandrine, avec ton hyperlaxité, comme ça. Non, je peux pas vraiment mettre mon bras. Si, tu vois, il faut que ton pied regarde l'autre.
C'est pas possible, je suis tordue là. Ah non? Tu te sens tordu, mais là, t'es aligné. Non, je suis tordue, je te jure. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Et voilà, cherchez le moins d'efforts possible quand vous êtes dans cette diagonale. Donc on est cette fois-ci sur le bras gauche. Voilà. Le regard, il est soit vers le sol, soit à l'horizon, vers l'infini, au-delà du bras. Et restez le temps qui est juste pour vous en cherchant dans cet étirement dynamique. Et si vous étirez un petit peu plus, assez trop, relâchez un petit peu, assez pas assez, voilà. À venir trouver cet espace où il y a une très grande longueur en vous. La plus grande distance possible entre le talon et le majeur, mais pas la plus grande distance possible par rapport à votre corps physique, la plus grande distance possible pour rester avec le moins d'efforts possible. Voilà, et on vient chercher style à son corps, un relâchement. Par ce soir. Ouais, voilà. Et quand vous sentez que vous quittez, eh bien, ce truc-là, vous revenez. Quand vous sentez que ça vous quitte, vous revenez, vous repliez. Pour venir vivre un peu de Valasana. Allez, on va s'en faire encore une petite. Je vous fais juste un premier démo et après c'est vous qui ferez. Du 4 pattes, donc j'appelle cul. On va venir installer ce que j'appelle le 4 pattes toboggan, c'est-à-dire que je vais reculer mes genoux de manière à faire des toboggans avec mes fémurs. Donc pour ce faire, j'ai une technique qui marche bien pour moi, c'est que je recule mes orteils, je repose mon genou, je reviens. Mais mon genou va reculer par rapport à l'autre. Et ça, c'est la bonne distance pour moi au niveau de ma structure. Ma ligne des épaules reste bien au-dessus des mains. Et à partir de là, je vais venir accrocher mes orteils dans le tapis. Je pousse ma tête vers l'avant, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale, et puis je vais venir déplier mes jambes l'une après l'autre. Et une fois encore, c'est un grand étirement. Donc je le fais tout de suite en statique. Vous allez d'abord le faire en dynamique, mais voyez où je suis, et je me suis étiré dans la planche Bakasana. Je ne suis pas monté. Au niveau de ma hanche, il y a une articulation, le tronc bouge à peine. Et là, c'est pareil, je suis installé, mon abdomen, il est libre, je peux vous parler. Le poids de mon corps, il est bien sur l'empilement des bras, l'empilement osseux. Et mes bras, ils sont bien, si je tire un fil à plomb. Voilà. Et du coup, c'est l'empilement des os qui supporte le poids de mon corps. Là, c'est les pecs. Là, et l'abdomen. Voilà. Et donc, du coup, et là, je ne tiens pas, c'est mes abdos qui s'engagent. Par contre, là, effectivement, quand je peux mettre là, je ne vais pas dire que je suis bien, mais ça va, c'est tranquille. Et derrière, les pieds, vous voyez, ils forment un angle avec le sol. Je viens étirer ma chaîne postérieure. Si je soulage un tout petit peu mes pieds, en reculant un peu mes appuis, par exemple, et du coup, et en plus, je tiens avec mes abdos. Alors que là, et je tire bien, et je pousse la tête vers l'avant. Et une fois encore, c'est ce grand étirement qui me maintient dans la posture. On explore? Ouais, ça a l'air simple. Mais pas facile. Moi, je C'est ça. préfère parce que ça a l'air facile. Non, mais plus facile comme ça. Dans ma main, en fait, c'est un espèce d'équilibre naturel entre toutes les parties de ton corps, en fait, qui, une fois qu'elles sont dans le bon Dans les bons alignements, exactement. Oui. C'est plus parlant que Oui. en Spider-Man, quoi. Oui, mais c'est quand même. Parce que là, c'est plus symétrique. Oui, il y a plus de. Voilà. Mais c'est quand même plus physique celle-là que la diagonale. Ah bon? Donc, on n'a pas l'habitude. Ça a l'air de Bon, ouais, c'est Ouais, oui, c'est ça. Et, pareil, la planche, on se conditionnement que c'est une posture de renfort, donc on y va, quoi. On contracte tout ça. Voilà, l'idée, c'est de vivre le guetteur.
Le guetteur, il guette. Ça dure longtemps de guetter. Hein. En yoga, cette posture, c'est Kumbhakasana, c'est le guetteur. C'est pas le renfort. Donc il faut s'y installer. Donc la première chose, effectivement, c'est les bras bien à la fois. Et ensuite, vous reculez un petit peu dans vos genoux. Ouais, t'es pas mal là, c'est mieux. Un peu tes épaules par là. Tu crochettes, tu reposes le genou. C'est ça, tu crochettes et du coup, c'est ça. Tu poses le genou et tu décrochettes. Voilà. Très bien. Et là, ramène bien la ligne de tes épaules au-dessus des mains, parce que souvent ça tendance à partir. Voilà. Et là, t'es bien équilibrant avec tes pieds. T'as plus qu'à. Voilà. Non, ce que je comprends pas, c'est que si je crochette, je peux pas reculer, non? Ou alors j'ai un problème physique, mais. Tu crochettes et t'as reculé. Voilà, t'es genoux poussés. Voilà. Et tu reposes ton genou au sol. Et tu vois, il a reculé par rapport à celui-là. Ok. Non? Ah bah oui, oui, ça veut pas, excuse-moi. C'est ça. Oui. Tu remets bien la ligne des épaules ici, tu fais attention que tes coudes se regardent, voilà. Et après, tu te recrochettes et tu déplies une jambe après l'autre. Expire une jambe, inspire immobile, expire l'autre jambe. Voilà, tu cherches pousser dans la zone de ça, très bien. Et redresse un peu la tête. Voilà. Pardon. T'as de me débrouiller. En rapprochant le menton un petit peu de la poitrine, cherche la même plombe. Ouais, voilà. Hop, alors là, tu vois que c'est dit, si c'est vertical, voilà. Donc si c'est trop étiré, c'est que tes genoux, quand tu reposes, sont un petit peu trop derrière. Donc tu rapproches un tout petit peu peut-être. Voilà. Ça aussi, il faut chercher. Moi, je vous donne ce qui marche pour moi, ça marche pour 80%, et après, à vous, chacune de venir explorer dans votre corps. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, et là, tout le monde. Ouais, voilà. Et quand sur tes pieds, tu vas faire du tirer les talons. Voilà. Pousse encore un peu les talons, oui. Oui. Imaginez vraiment que les talons vont tirer le poids du corps depuis les hanches vers l'arrière et que les épaules ou la tête, eux, tirent vers l'avant. On a toujours cet étirement par segment. On parle à la yoga. Restez le temps juste pour vous. Venez explorer. Déjà découvrir la direction. On n'est pas là non plus pour. Voilà. Ce qui est important, c'est ça, sentir que les talons tirent bien vers l'arrière et qu'ils passent la verticale qui est au-dessus des orteils. Il faut qu'il y ait un angle de 30 à 45 degrés, à peu près en fonction des souplesses des articulations des avant-pieds, pour sentir ce truc-là. Ouais, ça m'aide, voilà. Et une fois que vous êtes là-dedans, cherchez à ce que l'abdomen, vous inspirez, vous expirez, il se gonfle, il se dégonfle, en inspirant et en expirant par le nez. Et si en plus de ça, vous arrivez à mettre une respiration très fine par l'inspire et par l'expire, alors là, c'est la chantilly sur Saint-Honoré. Parfait. Et maintenant, je vais vous inviter à vivre une posture que vous connaissez, que vous avez envie de vivre là maintenant, à la construire et à venir vous installer dans cette posture de manière à y rester quelques instants en venant chercher une qualité de ce qu'on a vu depuis le début de la séance. Donc chacune en fonction de son ressenti, est-ce que ça va être, tiens, j'ai envie de réduire le débit de l'air, est-ce que j'ai envie de sentir mes espaces intérieurs qui se gonflent et qui se dégonflent, est-ce que j'ai envie de sentir mes appuis, est-ce que j'ai envie de sentir un étirement, voilà. Ça vous va? On choisit notre posture. Tu choisis ta posture, exactement. Le poisson échoué. Le poisson échoué si tu veux. Voilà. Oh, je l'aime tellement celle-là. Voilà, mais avec donc qualité de présence, et tu viens voir en toi, sans chercher par le mental en fait, juste qu'est-ce qui remonte depuis ce qu'on a vécu depuis le début de la séance, qu'est-ce qui remonte à ta conscience, qu'est-ce que ton corps a envie de venir explorer dans cette position. Alors pour celles qui font le levé inversé, est-ce que c'est l'étirement, est-ce que c'est les appuis, est-ce que c'est les espaces intérieurs, est-ce que c'est le débit de l'air? Pour ceux qui sont dans une position plus au sol, chercher à trouver le plus de relâchement possible, le mouvement des espaces intérieurs et du mouvement respiratoire, la présence peut-être
au rythme naturel. Qu'est-ce que tout ce qu'on a fait depuis le début de la séance vient éclairer dans cette posture que vous connaissez? Et comment, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes, vous pouvez essayer de mettre encore un petit peu plus de relâchement. Venez visiter chacune de vos articulations, chacune de vos ceintures. Est-ce que dans le bassin, est-ce que dans les épaules, je ne peux pas relâcher encore un peu quelque chose? Est-ce que dans la nuque, je ne peux pas encore relâcher un peu quelque chose? Tout en conservant la qualité de ma posture. Et de continuer à vivre ça encore. Dans le développement d'une endurance à la posture. Alors l'endurance, ce n'est pas la résistance. Endurer, c'est être là, être présent, accueillir ce qui vient. Et à chaque fois que je sens qu'il y a un léger inconfort qui s'installe, je viens identifier là où ça s'installe et j'essaie de le lâcher grâce à l'expire. Essayez de vivre aussi l'expansion de votre être à chaque fois que ça inspire. Sentez que vous, en tant qu'individu, en tant qu'être avec un E majuscule, n'êtes pas limité à votre emballage corporel. Donc à chaque fois que ça inspire, tâchez de goûter à ce phénomène de l'expansion de votre être et à chaque fois que ça expire, une légère contraction, comme une palpitation de votre être au fur et à mesure de vos inspires et de vos expires. Si le mental commence à dire que c'est un peu long, ceci que cela, j'essaie de le débrayer aussi, d'agir dessus, de ne pas le laisser, chitta, repartir. Si la posture devient physiquement inconfortable, qu'est-ce que je peux aménager en bougeant très légèrement pour essayer de remettre un peu de confort? Alors, comment je viens vivre la posture et non pas tenir? Voilà, et puis tranquillement, vous pourrez débattir dans la lenteur, sans vous enfuir, sans vous échapper, en prenant le temps et le soin de débattir la posture, de la quitter, de retrouver une position confortable. De vous préparer, après ça, à venir terminer debout. Position debout, on va terminer avec ce petit temps de concentration finale et d'ouverture justement vers la prochaine séance, ou en tout cas vers l'hiver, et vers à quoi est-ce qu'on se relie avec ce qui conclut en définitive les mouvements préliminaires, enfin la danse cosmique. Quand on ira dans la dimension énergétique, on vient se relier à la source, donc Yang, la source cosmique. Donc, en fait, on va mettre en place un mouvement d'inspiration, on va avoir le dos des mains au départ, les mains ici. L'inspiration, vous allez plier les coudes, comme vous tournez vers moi. Même inspire, les bras partent sur le côté. Même inspire, vous déployez, vous repoussez. Ça, c'est l'inspire. Expire, on relâche pour la retrouver. Voilà. Donc, sur une seule inspire, je plie les coudes, donc mouvement du diaphragme. Mouvement thoracique, et là, avec les poignets, voilà, je viens repousser les murs et les épaules sont basses. Ça, c'est l'inspire. Une deuxième fois. Vous allez pouvoir rapprocher un petit peu les pieds. On va rajouter un petit mouvement à l'inspire, en même temps qu'on va lever les bras, on va aussi monter en équilibre sur la pointe des pieds et là on va se toucher, pour nous aider à mieux tenir le geste. On y va, puis on vide, et à l'inspire, je déploie. Je me déploie, je monte en équilibre sur l'avant-pied, je pousse.
le mur, je tourne les paumes vers le ciel et j'expire, je redescends tranquillement. Expire, 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 fermez les yeux. Laissez la nuque s'envoler, le menton venir vers la poitrine. Venez poser votre poignet gauche contre le sternum, le poignet droit par-dessus le poignet gauche. Voilà, abandonnez-vous à la posture, la tête est parfaitement relâchée, une position d'inertie, d'abandon, d'accueil. Et imaginez un rayon de lumière qui vient de l'infini derrière vous et qui pénètre dans votre corps par l'articulation entre C6 et C7. Voilà, juste à cette charnière, voilà, ici, et qui vient tomber directement dans votre cœur. Et qui vient éclairer justement votre cœur de cette lumière cosmique qui vient nourrir Bouddhi, cette intelligence du cœur, intelligence d'ordre supérieur, d'ordre plus subtil, plus vibratoire, qui vient donc s'en inspirer. Tranquillement, vous pourrez décroiser les poignets, laisser les bras glisser sur le côté, la nuque reste encore fermée comme ça. Et puis, ce rayon de lumière s'interrompt. Vous redressez la tête, gardez les yeux fermés, trouvez la position verticale et laissez la lumière du cœur monter jusque dans la tête. Notre mental puisse être éclairé. Cette inspiration, cette connexion plus subtile, nous aider à discerner le réel des apparences, le trouble du subtil, le bon grain de l'ivraie, et que nos décisions puissent être prises avec cette lumière-là qui nous nourrit d'autres choses, qui nous alimente d'autres choses, cette vibration dans laquelle nous sommes plongés au quotidien, dans le monde matériel, particulièrement dans le contexte actuel. Voilà. Puissions-nous être nourris et inspirés par autre chose. Voilà. Puis vous pourrez ouvrir les yeux. On terminera avec ça. Et on peut s'asseoir, si vous voulez. Tac, tac, tac. Hop, ça. On peut couper. Clac.